sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour notre page macroéconomique. Juste avant de retrouver notre invité Pierre Sabatier, je tiens à préciser que c'est un enregistrement, que l'intervention de Pierre a été enregistrée le 11 octobre et qu'elle sera diffusée donc le jeudi 12 octobre, ce qui nous empêche, par la force des choses, de commenter la publication des indices des prix à la production aux États-Unis et les minutes de la fête qui seront publiées donc le 11 octobre à 20h. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, merci. C'était un plaisir de vous rencontrer en vrai, Pierre Sabatier. Pierre, vous êtes président fondateur de PrimeView, mais également depuis peu de temps président de l'OREP. Est-ce que vous voulez nous parler de l'OREP très rapidement ? Oui, l'OREP, c'est une magnifique maison qui est quasi à l'origine de la définition moderne de ce qu'est un conseiller en gestion de patrimoine. L'OREP, ça veut dire Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine. Okay, c'est aujourd'hui la référence en termes d'organismes de formation professionnelle dans ce monde-là, avec des diplômes phares qui apprennent le métier, experts en conseil patrimonial, et d'autres diplômes de spécialisation. Ça, c'est notre horizontale, verticale, qui permettent aux conseillers en gestion de patrimoine de garder un temps d'avance, de se différencier en allant capter des compétences qui vont être des compétences plus approfondies, qui leur permettront de mieux se valoriser vis-à-vis du client et être perçus comme un véritable architecte du patrimoine. Okay, c'est ça l'objectif de l'OREP. C'est un mandat de combien de temps ? C'est un mandat de 4 ans. Okay, 4 ans. Voilà. Écoutez, je souhaite toute la réussite pour ce mandat. Pierre, on va rentrer dans, je vous en prie, on va rentrer dans le détail de votre intervention et des questions que j'aimerais vous poser, puisque aux États-Unis, c'est le secteur de la grande distribution, notamment Walmart et Target, qui a lancé des avertissements sur leurs résultats. En France, c'est Voltalia, EuroAPI, Alstom, Maison du Monde. Hier encore, c'est LVMH qui publiait ses ventes du troisième trimestre et qui sont en décroissance par rapport à la période analysée précédente. Comment est-ce que vous expliquez cette situation, Pierre, et est-ce que ça va se généraliser selon vous ? En fait, j'ai presque envie de dire deux mots. Un 12 à 18 mois et le deuxième retour à la vie normale. Okay. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on sort d'une situation tout de même exceptionnelle avec des réponses qui ont été exceptionnelles et nous sommes dans une phase de normalisation sous tous les aspects. Là, vous évoquez un élément qui a mis du temps d'ailleurs à se formaliser. C'est-à-dire que la microéconomie, là vous parlez de chiffre d'entreprise, de santé d'entreprise. Et sur les marchés, donc il y a la macro, c'est-à-dire que c'est les grandes tendances, et puis il y a les micros, c'est-à-dire comment se comportent les entreprises en tant que telles que vous souhaitez acheter. Et pendant longtemps, finalement, la microéconomie a donné des signaux de résistance, de résilience, même surprenants, qui ont surpris à peu près tout le monde pendant longtemps, par rapport à la macroéconomie, qui donnait déjà en fait des signaux de faiblesse, pilotés évidemment par la hausse des taux qu'on commentera probablement juste après. Et donc on est en train de rentrer finalement dans une nouvelle normalité. C'est-à-dire que la microéconomie, aujourd'hui, traduit les difficultés qu'on rencontre en macroéconomie. Alors, là où c'est important, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps. Ça fait très longtemps, ça fait presque depuis la crise sanitaire, où les entreprises ont toujours été un facteur de soutien des marchés, notamment des marchés actions. Donc, en dépit des difficultés qu'on rencontrait, les entreprises faisaient preuve en fait d'une souplesse suffisante ou d'une résistance suffisante qui leur permettait systématiquement de passer le cap et de surprendre positivement. Et bien là, on commence à rentrer dans le monde réel, à savoir un contexte où les conditions de financement sont sous tension, des prix des matières premières qui, pour certaines, ont reflué, évidemment, mais restent à des niveaux qui sont plus élevés que par le passé. Donc ça pèse sur le compte de résultat, ça pèse sur les marges des entreprises par le bas, et dans un moment où, enfin, le 12 à 18 mois, c'est c'est la référence, la demande finale. C'est-à-dire que la seule habilité de la demande finale c'est quoi ? C'est vous et moi en tant que ménage, c'est vous et moi en tant qu'entrepreneur. Et donc commence progressivement à traduire ce contexte plus difficile que par le passé. Et donc on a un pouvoir d'achat des ménages qui est mis sous tension. Les ménages pendant longtemps ont pu, on va dire, lutter contre cette pression à la hausse, à la restriction des conditions de financement, au fait que les taux d'intérêt soient plus chers que par le passé. Donc en tapant déjà dans les bas de laine, donc en piochant dans leur épargne, accumulé du temps de la crise sanitaire, donc ça c'est fait, en continuant de payer avec leur carte bleue, tant que la banque dit ok, vous continuez en fait à pouvoir payer, à consommer comme par le passé, et bien ça c'est terminé. Et c'est pour ça que je disais 12 à 18 mois. Le 12 à 18 mois, c'est le temps nécessaire pour qu'une politique monétaire finisse par avoir un impact sur la demande finale, c'est-à-dire le comportement des agents privés que sont les ménages d'un côté, les entreprises de l'autre. 12 à 18 mois, voilà, mars 2022. Pour la première hausse des taux directeurs aux États-Unis, on est en octobre 2023, voilà, donc là on est en plein dedans, et en Europe, juillet 2022 pour octobre 2023, je vous laisse faire le calcul, on est sur du 15 mois, donc on est en fait aux prémices. Et donc votre question initiale, je vais quand même essayer d'y répondre. S'il vous plaît. Et évidemment, en fait, on est dans une phase de généralisation de ce process-là qui ne touche pas un secteur, mais tous les secteurs, parce que vous avez compris qu'on a l'effet ciseau classique dans ce type de contexte, des coûts de production et des coûts de financement qui augmentent, qui mettent la pression sur les coûts associés par les entreprises, et la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui lui-même est mis sous pression, tout simplement parce que les acheteurs finaux, eh bien, eux, c'est pas l'envie qui manque,
mais ont moins de moyens pour pouvoir autant consommer en fait que par le passé. Alors, ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est qu'il y a une forme de normalisation par la force des choses. Quand vous dites l'impact est de 12 à 18 mois dans les économies, l'impact de la hausse des taux directeurs dans les économies réelles, c'est 12 à 18 mois. Effectivement, on est en plein dedans. Le 9 octobre dernier, vous écriviez « Nos économies ont besoin de purger leurs excès avant de rentrer progressivement dans une phase de normalisation à horizon 2024 ». Peu de jours avant, c'est la BDF, la Banque de France, qui expliquait qu'après le creux de la crise sanitaire, le nombre de défaillances allait connaître également une normalisation. Vous êtes tous les deux en tout cas à nous parler de normalisation. Cependant, est-ce que en lisant le rapport de la Banque de France, on est en capacité de se dire que cette normalisation va forcément induire des défaillances d'entreprises? Donc finalement, par la force des choses, qu'elle est négative pour l'économie. Elle n'est pas négative en fait. Je réinsiste, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être le problème que nous avons, c'est que nous avons considéré, parce que le temps passe vite, parce qu'on est toujours en fait pris par le quotidien, que 2021 et 2022, j'irais presque le deuxième semestre, non peut-être pas le deuxième semestre 2021, mais 2021-2022 était un niveau normal, un niveau de référence, un référentiel, voilà, qui nous a amené en fait à projeter le monde qui vient, les années qui viennent, à l'image de ce qu'on avait connu en 2021-2022. 2021-2022, ce n'est pas autre chose que les conséquences d'une réponse exceptionnelle, une situation exceptionnelle, inédite dans l'histoire. Et donc naturellement, eh bien, on ne peut pas en fait faire de ces chiffres-là ou de ces niveaux d'activité-là une référence. Et c'est là l'erreur en réalité. Donc on est dans une phase de normalisation. Vous parlez de défaillance d'entreprise. Pour le moment, nous ne sommes que revenus en fait au niveau des défaillances d'entreprise de 2019. Mais là pour le coup, il est une évidence que lorsque les taux passent de 0 à 5 ou à 4 ou 5, eh bien, on va aller au-delà en fait de ces niveaux d'avant-crise. Donc là, pour l'instant, nous n'avons vécu que la phase de normalisation, donc associée au fait que les réponses exceptionnelles du temps de la crise sanitaire finissent par s'éteindre. Mais maintenant, le temps qui vient, c'est celui de la conjoncture. C'est celui véritablement de l'activité, de la réalité dans un contexte de taux qui n'est plus à 0. Hein, donc l'argent devient plus cher, plus rare, enfin plus rare d'ailleurs, donc plus cher. Et par construction, ben, là aussi, on ne peut pas anticiper les mêmes niveaux d'activité. Donc les niveaux de défaillance, ils vont continuer à augmenter. Donc dans tous les secteurs, en fait, notamment les premiers à être évidemment pénalisés par ce genre de choses, et c'est les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt. Donc le secteur de la construction, voilà, la restauration, mais encore plus les secteurs comme la construction, l'immobilier, la rénovation, qui ont joui de situations extraordinaires. Il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que même les niveaux de transactions immobilières en 2021-2022, elles sont lunaires. Aujourd'hui, on est à peu près à 900 000, ce qui est déjà presque un niveau normal et plutôt satisfaisant. Mais oui, on était sur du 1 100 000, 1 200 000. Et donc les gens ont considéré que le 1 100 000, 1 200 000 était la normalité normale. en fait. Qu'est-ce que ça veut dire quand on considérait que c'était normal? C'est-à-dire que quand vous êtes un outil de production, une entreprise, eh bien vous allez embaucher pour répondre à cette demande-là, vous allez investir dans des bâtiments et des machines pour répondre à cette... Vous allez augmenter vos capacités de production, mais malheureusement, si vous le faites alors qu'on revient à des niveaux qui ne sont pas des mauvais niveaux, mais qui sont juste des niveaux normaux, eh bien vous avez augmenté vos capacités de production, vous êtes endetté, endetté par rapport effectivement à la demande finale, et naturellement, en gros, ben, vous devez purger cela. Et donc c'est ça la notion de purge. La notion de purge, c'est est-ce que les choix, alors là pour le coup, on en revient aux choix individuels de l'entrepreneur. Est-ce que les référentiels qu'il avait en tête pour construire finalement sa stratégie d'entreprise pour les années à venir ont été basés sur les années 2021-2022 ou sur les années d'avant? Malheureusement, j'ai peur que ceux qui se sont basés sur 2021-2022 doivent rendre une partie. Alors du coup, ça veut dire que les PGE, les prêts garantis par l'État. Les prêts garantis par l'État, merci. Finalement, c'était une mauvaise idée. Il aurait fallu anticiper cette normalisation. Oula, il faut avoir beaucoup d'humilité pour juger. Voilà, qui sommes-nous pour pouvoir juger? En fait, c'est une réponse exceptionnelle à des situations exceptionnelles. Non, sur les plateaux, moi-même, je disais qu'il fallait des prêts garantis par l'État, d'ailleurs, pour que ça fonctionne. Au moment, en fait, du mois de mars-avril 2020. Après, la réalité, c'est que là où nous avons probablement collectivement commis une erreur, c'est que à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Mais la situation n'est pas restée exceptionnelle très longtemps. Et la problématique, c'est les réponses qu'on a apportées, elles ont perduré. Et c'est là où ça peut poser un souci. C'est-à-dire le fait d'avoir laissé finalement l'argent aussi, en fait, d'avoir vécu dans un monde de surliquidité, de surabondance de liquidité pendant trop longtemps, a fini par faire prendre des habitudes. Faire prendre des habitudes qui sont des comportements associés où on peut se permettre cela, on peut être ambitieux, on peut investir ou surinvestir en étant moins exigeant quant à la réalité du retour sur investissement. Parce que quand l'argent ne vaut rien, vous savez, en fait, tout projet est intéressant, il suffit qu'il soit positif. Mais quand l'argent vaut 4,
4%. Il faut que la rentabilité d'exploitation du projet dans lequel vous investissez soit au-dessus de 4. Et donc là, on n'est plus dans le même monde. Donc il est évident qu'il faut être beaucoup plus exigeant quant au projet que vous allez financer. Eh bien, le fait d'avoir laissé des conditions exceptionnelles pendant très longtemps a fait probablement investir dans des projets dans lesquels on n'aurait pas dû. Ça s'appelle une mauvaise allocation d'épargne. Et ce qui va justifier le nombre de défaillances d'entreprises à horizon. Ça s'appelle, voilà, c'est une purge, mais c'est une purge. Alors, nécessaire, en fait. Nécessaire, alors, nécessaire, une forme de jugement moral, je n'aime pas, mais enfin, je ne suis qu'un observateur. Mais non, c'est une purge surtout naturelle. Et c'est une purge naturelle et de choisie. Parce que je rappelle tout de même que là, les difficultés conjoncturelles que nous vivons sont notre choix. C'est les politiques monétaires implémentées depuis l'année dernière, politiques qui sont devenues, après avoir été très accommodantes, peut-être trop accommodantes, en tout cas très accommodantes trop longtemps, eh bien sont devenues rigoristes. Rigoristes, là aussi, de manière quasi inédite. Mais non, mais le problème, c'est qu'on essaye de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire qu'on a été trop loin d'un côté, on est obligé, en fait, pour purger, pour revenir à des niveaux de normalité, eh bien, on est obligé, en fait, de taper relativement fort. Et donc, c'est fort. Le monde ne peut pas être le même lorsque les taux sont à 0% versus 4 ou 5%. Ouais, c'est sûr. On est entièrement d'accord, Pierre. Les banquiers centraux ont fait probablement l'erreur de croire que l'inflation était transitoire et que par la force des choses, c'était pas nécessaire de lutter. Est-ce qu'on peut encore finalement leur faire cet écueil-là c'est un débat, on n'aura pas le temps d'y répondre, mais vous me réinviterez peut-être pour pouvoir en fait l'approfondir. Mais juste un élément quand même, pour être très concret, quand même pour que les gens comprennent ce que ça veut dire des taux qui passent de 0 à 4, ou de 1 à 5. Prenons 1 à 5 parce que c'est plus les taux qui sont pratiqués pour les acheteurs d'immobilier ou pour les entreprises, 1 à 5, c'est-à-dire 4% de plus sur les taux d'intérêt à mensualité constante, horizon d'emprunt constant, ça vous coûte 4%, à peu près 30 à 35% de capacité d'emprunt en moins. C'est gigantesque, on voit, alors sur le marché de l'immobilier, c'est une pièce en moins, je crois, globalement, c'est 20 mètres carrés en moins. Oui, sauf que lorsque déjà les logements sont devenus très petits, vous ne pouvez pas l'enlever la pièce. Concrètement, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, en diminuant la capacité d'emprunt à travers la hausse des taux, c'est ça qui finit par avoir un impact et qui qu'on voit aujourd'hui en fait qui amène un truc simple, c'est toujours pareil, c'est dans le monde de l'immobilier qui est un monde qui est intéressant parce qu'aussi il y a beaucoup d'affect en France par rapport à ce secteur d'activité-là, eh bien c'est assez concret, c'est toujours la même chose, mais historiquement c'est toujours pareil, une hausse forte des taux amène d'abord une baisse du volume de transactions. Pourquoi ? Parce que en réalité l'acheteur qui avait en tête le vendeur qui avait en tête le prix de l'année dernière, eh bien se dit pourquoi en fait je baisserai mon prix alors que le mois d'avant en fait il valait tant. Eh bien, c'est pas l'envie qui manque. Il y a encore la demande en face, mais la demande est plus solvable pour pouvoir en fait acheter à ce prix-là. Et mais qu'est-ce que fait le vendeur ? Il vend pas. Il vend pas pendant 6, 9, 12 mois. Et donc vous avez d'abord en fait une baisse du volume de transactions et 6, 9 mois, 12 mois plus tard, il se rend compte qu'il ne trouvera pas d'acheteur au prix. Et là, il commence à baisser ses prix. Et en fait, nous sommes en fait au début de cette phase de correction des prix qui, dans le monde du résidentiel, mais d'ailleurs en fait qui a aussi débuté, vous savez, dans le monde des SCPI, des OPCA, aussi dans l'immobilier financiarisé en fait. On marque une toute petite page de publicité, on se retrouve juste après pour la suite de cette interview passionnante de Pierre Sabatier. À tout de suite.